Ce titre, les supports sculptés de la pensée lobby, indique que je parlerai autant, peut-être plus, de la pensée lobby que des supports sculptés. Je vais essayer d'être équilibré dans ces deux domaines qui se côtoient et se partagent l'univers de la pensée lobby. Mais qui sont les lobbies? Nous nous trouvons au Burkina Faso, mais aussi au Ghana et en Côte d'Ivoire. Toute cette ère que Labouré, dont parlait Marie-Christiane tout à l'heure, avait nommé le rameau lobby, est en fait une ère multiculturelle. Pourquoi? Parce que les choses ont beaucoup bougé dans cette région, et je vais peut-être passer à ceci. Voici le Burkina, voici le Ghana. Et en fait, toute l'histoire des lobbies, c'est leur traversée vers la fin du XVIIIe siècle du Ghana vers le Burkina, vers cette région du sud-ouest du Burkina. Et cette avancée, ils la poursuivent actuellement dans la Côte d'Ivoire. Ici, on voit très très bien, ce qui est en bleu, c'est le territoire actuel des lobbies, proprement dit. Tandis que l'ensemble de ce que Labouré appelait le rameau lobby, et que nous pourrions appeler un groupe multiethnique, est en fait composé de... Ici, vous avez les Birifors principalement, les Dagara, dont une grande partie se trouve encore au Ghana, et quelques groupes qui ont été repoussés avec l'arrivée des lobbies, comme les Tessé ou Téguessier, les Dan, les Gan, qui forment un petit royaume. Une chose importante à dire aussi, et c'est important dans leur histoire à la fois précoloniale et coloniale, c'est que tous ces groupes, sauf les Gan, qui forment un petit royaume, ils sont ici, tous ces groupes sont ce qu'on appelle acéphales politiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de centralisation politique, il n'y a pas de royauté, il n'y a pas de chefferie, et chaque chef de maison est maître chez lui, comme disait Labouré. Alors, curieusement, dans cette histoire, à la fin du XVIIIe siècle, lorsque les lobbies franchissent le fleuve, la Volta Noire, que les lobbies appellent le Mir, et dont le nom officiel maintenant au Burkina est devenu la Mouroune, curieusement, le pan de leur histoire qui date d'avant le franchissement de ce fleuve est complètement oublié, devenu comme un temps mythique. Et leur histoire commence en quelque sorte à zéro au moment où ils commencent cette lente migration qui les amène tout doucement actuellement vers la Côte d'Ivoire. Et en même temps qu'ils franchissent ce fleuve, qu'ils oublient en quelque sorte, entre guillemets, leur passé, ce qui se passe, c'est qu'ils forment une sorte d'identité supra-ethnique, avec les Dagara, les Birifors, les Dan, les Gan, les Tessé, etc. Tous ces groupes, ils sont numériquement les plus importants. C'est sans doute pour ça qu'on a appelé cet ensemble multiethnique le rameau lobby. Mais ils forment une sorte d'unité qui se centralise sur un rituel initiatique, le Joro, qui a lieu tous les 7 ans. Et tous les 7 ans, je reviens à la carte qui est quand même une clé, et tous les 7 ans, les différents groupes lobby qui se trouvent ici, là, même en Côte d'Ivoire, reviennent progressivement vers 2 villes, une qui est Nako, une qui est Batié Sud, qui se trouve ici, ceci étant le fleuve, pour effectuer un énorme rassemblement tous les 7 ans qui est initiatique. Et c'est à ce moment-là que chaque enfant, entre l'âge de 7 et 8 ans, acquiert véritablement son identité lobby. J'expliquerai un peu plus loin peut-être d'autres éléments à ce niveau-là. Voilà notamment une image de ce rituel qui a lieu tous les 7 ans. Donc ça commence vers 7 ans, 10 ans, tout dépend à quel moment vous êtes né, et puis 14, 17, 18 ans. Et finalement,
toutes les personnes, en principe, participent tous les 7 ans à ce rituel et leur vie est rythmée par ces différentes initiations auxquelles ils participent. Au point que, par exemple, les funérailles complètes d'une personne ne sont concédées qu'à quelqu'un qui est passé au moins par 8 initiations à compter la toute première de son enfance. Alors une chose importante, et nous nous rapprochons tout doucement de la sculpture et de la statuaire, une chose est extrêmement importante dans l'univers Lobby, en tout cas dans son système de pensée, c'est le passage de la vie à la mort, comme dans beaucoup de sociétés évidemment, mais ça revêt une importance toute particulière ici dans la mesure où le processus d'ancestralisation est quelque chose d'extrêmement important. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Une personne, en mourant, et même d'ailleurs quelque temps avant sa mort, son double, et il faut ici parler de la notion de personne, vous savez tous que dans la religion chrétienne, nous sommes constitués d'un corps et d'une âme, dans d'autres sociétés c'est plus complexe, et chez les lobbies c'est aussi assez complexe, mais une seule de ces entités qui vous constituent, avec le souffle, l'ombre, le double, il y a le double. Et ce double, véritablement, est le seul qui survit à votre mort et qui progressivement, je ne vais pas entrer dans les détails, mais qui progressivement va se transformer en... Ce double est appelé tu, et progressivement il va se transformer en til, en une puissance qui va se constituer lors de ces funérailles. Et c'est pourquoi ces funérailles sont si importantes. Chacun, bien sûr, et comme dans toute l'Afrique de l'Ouest d'ailleurs, vous avez les premières funérailles et les secondes funérailles, une chose d'ailleurs absente de l'Afrique centrale généralement, enfin pas toujours, mais généralement, et qui ici est immuable. Et ces deuxièmes funérailles, c'est à ce moment-là que véritablement le til émanant du double de la personne va se constituer. Et il va se constituer en quelque sorte en deux choses simultanément et différentes. D'une part, il devient ancêtre et va, comme l'a dit Marie tout à l'heure, rejoindre les autres ancêtres de l'autre côté, va traverser la Volta Noire ou le Mir, le fleuve, pour rejoindre le village des morts. Mais d'autre part, en même temps, son til va se manifester auprès des vivants et de manière généralement bienveillante pour peu, justement, pour peu que ces funérailles, ces deuxièmes funérailles qu'on appelle Beaubourg, se soient effectuées de manière complète, correcte et selon, je dirais, les règles de l'art. C'est lors notamment de l'interrogatoire du cadavre que l'on saura si oui ou non, entre autres, ces deuxièmes funérailles pourront avoir lieu. Là, il faudrait un film, évidemment, mais l'interrogateur qui se trouve à gauche de la photo va poser des questions et selon le balancement du linceul dans lequel est entouré le défunt, qui bouge à gauche ou à droite, les réponses seront oui ou non, une sorte de divination funéraire qui va dire si oui ou non ce défunt a eu une vie correcte. Si oui ou non, il n'a commis aucune transgression impardonnable, car tout le monde en commet, et si oui ou non, il a exercé la sorcellerie. Et en fonction des réponses à ces questions, on décidera si oui ou non il aura droit au Beaubourg, c'est-à-dire aux deuxièmes funérailles, c'est-à-dire le seul moyen par lequel il pourra devenir un ancêtre et ne pas devenir, ce dont je vais parler maintenant, un mort errant, un mauvais mort. Alors, cet ancêtre dont tous les rituels ont été correctement accomplis lors des deuxièmes funérailles, ce qui va se passer, c'est qu'on va... non seulement les hommes vont agir, vont effectuer toute une série de rituels, ces deuxièmes funérailles ne durent que 4 jours, mais en même temps, les ancêtres déjà accomplis vont venir rejoindre les lieux de funérailles, l'aire rituelle, et vont transformer le tout
le double du défunt. Le mort était encore un peu vivant, et parce que son tout était toujours là. Et son tout va finalement se transformer complètement en til, et l'homme, cette personne sera complètement considérée comme, c'est les termes utilisés, considérée comme entièrement morte, et à ce moment-là pourra se diriger d'une part vers le village des ancêtres, et en même temps son til pourra être incorporé dans ce que l'on peut appeler un autel, et pendant ces 4 jours vont se forger un objet que vous voyez là, c'est-à-dire une canne, la canne que cet aîné portait, et en voilà encore un autre exemplaire, et qui sera manipulée, refaite, redécorée, resculptée en quelque sorte, pour représenter le défunt, et qui trouvera sa place quelques années plus tard, ça prend un certain temps, pour s'accomplir en tant qu'ancêtre, dans un autel, dans la maison où il a vécu, et où son descendant va lui porter hommage, ainsi que les enfants de ce descendant. Il arrive, ce n'est pas toujours le cas, que ce défunt se manifeste, son til se manifeste à son descendant, à son fils, à son neveu utérin, parce que je ne parle pas ici du système de parenté des Lobi, c'est un peu trop compliqué, mais ils sont bilinéaires, et donc le côté de la mère et le côté de la père sont tout aussi importants. Et donc, il peut se manifester par un rêve ou par une maladie à l'un de ses descendants pour signifier qu'il veut venir au monde. Et venir au monde, c'est-à-dire, en tout cas, une région du pays Lobi, particulièrement étudiée par Daniela Bognolo, qui est une de mes sources principales d'ailleurs pour cette partie-ci. Il va demander à venir au monde, et à ce moment-là, une sculpture pourra être faite telle que vous la voyez là. Il s'agit d'un couple, alors c'est un peu compliqué, dans la mesure où le défunt peut être un homme ou une femme, bien sûr, hein, mais il sera rejoint tôt ou tard par celui de son épouse principale ou de son époux comme statue, et ça forme une unité totalement complémentaire, bien plus que mari et femme, bien plus qu'un couple, bien plus qu'une affaire de genre. C'est une complémentarité de l'ordre, si on veut, du sacré. Alors ils sont assez rares dans les collections, dans la mesure où leur histoire dont parlait Marie tout à l'heure, pré-collecte ou post, a évidemment connu des vicissitudes. Certains ont été séparés, de temps en temps les couples se retrouvent ensemble, mais plusieurs figures sont désormais seules alors qu'elles étaient peut-être en couple jadis dans les sanctuaires Lobi sur place. Voilà notamment 2 autres figures d'ancêtres Lobi, mais qui n'ont pas leur alter ego auprès d'elles, l'une étant une femme, une vieille femme, et l'autre un homme. Et si j'ai choisi ces 2 images-là, c'est pour montrer aussi la manière dont le genre se traduit, le genre, mais aussi toute la personnalité du défunt qui est représenté là, tout ce qu'il a fait dans sa vie, comme les coiffures notamment, sont ce qui représente le plus et davantage. Il y a différents types de coiffures qui symbolisent les différents corps de métier. Quand je dis corps de métier, c'est généralement des spécialités rituelles, des thérapeutes, des devins, etc. Voire, il n'y en a pas dans l'exposition par exemple, mais des coiffures tout à fait particulières destinées aux guerriers, aux meurtriers rituels. Je n'aurai pas le temps d'en parler, mais c'est une notion dont je parle dans le catalogue, et aussi aux grands chasseurs, très important. Par contre, les femmes, surtout les représentations de femmes vieilles, d'aînées, de femmes ménopausées, ont généralement le crâne rasé.
Et c'est un symbole extrêmement important si vous voulez, des femmes aînées, parce qu'après la ménopause, elles ont désormais le droit de s'approcher davantage, ce qui leur était interdit auparavant, de s'approcher davantage de l'univers rituel dans lequel fonctionnaient ou fonctionnent les hommes. Mais j'ai dit tout à l'heure que les funérailles ne sont pas chose facile, qu'il arrive que des tas d'obstacles peuvent se présenter, que, par exemple, le tout d'un défunt, avant les deuxièmes funérailles, est représenté par un fragment de linceul, par un objet rituel. Et cet objet rituel, s'il disparaît, il est tellement important, s'il disparaît, eh bien les secondes funérailles ne pourront pas avoir lieu. Une chose. Si, comme on l'a vu tout à l'heure, l'interrogatoire du cadavre montre que ce défunt n'était pas une personne très recommandable, les deuxièmes funérailles n'auront pas lieu. Et tout ceci indique que si ces deuxièmes funérailles n'ont pas lieu, ce défunt sera à jamais un défunt errant. Alors les lobbies distinguent un mauvais mort, si on veut, mais ils distinguent malgré tout entre ceux qui, pour des raisons accidentelles, par exemple, justement, le bi, ce fragment de la seule qui a disparu, si pour des raisons accidentelles, les deuxièmes funérailles n'ont pas pu avoir lieu, mais que par ailleurs la personne était une personne honorable durant sa vie, son til sera celui d'un til errant qui ne prendra pas place dans un hôtel domestique, mais malgré tout, il sera considéré comme un ancêtre inachevé. Et notamment, c'est probablement le cas de ceux qui ont été tués, de ceux qui sont les victimes d'un meurtre. Ils ne pourront pas avoir droit aux deuxièmes funérailles avant que leur mort soit vengée par un deuxième meurtre. Ce qui explique d'ailleurs la réputation extrêmement belliqueuse qu'avaient les lobbies, mais où le système de pensée même faisait qu'un meurtre devait nécessairement être suivi par un meurtre de vengeance, de représailles, dans la mesure où la personne tuée ne pouvait pas, et vous voyez l'importance que cela avait, n'avait pas droit aux deuxièmes funérailles, donc n'avait pas droit à l'ancestralisation normale si sa mort n'était pas vengée, l'un expliquant l'autre. Et donc vous avez d'une part des ancêtres inachevés et d'autre part vraiment des mauvais morts qui ne demandent qu'une seule chose, s'infiltrer dans le monde des vivants pour y semer le malheur. Les ancêtres inachevés, pour une raison, il y a une ambiguïté. Ils peuvent parfaitement aider les humains, et notamment les devins, à trouver, à découvrir les choses cachées, comme disait Labouret, et à découvrir surtout quels sont les mauvais morts qui veulent du mal à l'une ou l'autre personne. Donc ces ancêtres inachevés peuvent aider les humains, mais à certaines occasions, ils peuvent être fort en colère et en vouloir à leurs descendants qui commettent des transgressions peu recommandables. Et à ce moment-là, ils envoient les mauvais morts pour les venger eux-mêmes. Donc il y a beaucoup d'ambiguïté, c'est en tout cas ce que pensent les lobbies, et il y a donc beaucoup d'ambiguïté dans ce système. Néanmoins, lorsque l'on se rend compte qu'un de ces ancêtres inachevés va agir en quelque sorte, et ça c'est encore une fois la divination qui va le préciser, on va immédiatement, un guérisseur, un tildar, va commander une statue qu'on appelle Boutip Kotin. Vous vous rappelez que les ancêtres, le nom des statues d'ancêtres, c'est Tilkotina. Ce sont des figures d'ancêtres. Pour donner la dénomination dont parlait tout à l'heure, la classification dont parlait Marie, ici vous avez affaire à des objets rituels, des objets thérapeutiques en quelque sorte, qui sont destinés
à empêcher qu'un de ses ancêtres inachevés tout à coup commette l'irréparable en envoyant les foudres d'un mauvais mort vers ses descendants ou d'autres personnes dont il a vu qu'ils commettaient des transgressions. La statue de droite, par exemple, est ce qu'on appelle un boutype cotine, tout comme celle de gauche, féminine, masculine, c'est-à-dire des représentations, difficile de dire si c'est la représentation de cet ancêtre inachevé ou si c'est la représentation de ce que, finalement, risque du péril que risque la personne à qui en veut cet ancêtre inachevé, dans la mesure où, et là je reprends si vous voulez, ce que en dit Daniela Bognolo à propos de la figure de droite, où il y a plusieurs éléments composites. D'une part, il y a un symbole extrêmement connu, qu'on a vu d'ailleurs sur la figure d'ancêtre auparavant, qui sont la petite poterie au sommet de la tête de cette figure féminine, et qui représente la fécondité. C'est en fait la représentation du boulabir, c'est-à-dire la petite poterie qui sert à contenir un onguent destiné à enduire le corps du mari avant les relations sexuelles, et symbole en même temps, bien sûr, de fécondité réussie. Et vous voyez cette figure tout à fait extraordinaire qui est complètement désaxée. Eh bien, ce désaxement, en quelque sorte, tout à fait extraordinaire sur le plan esthétique par ailleurs, représente en fait la folie, un type de folie particulier provoqué par les ancêtres inachevés. Donc, que se passe-t-il dans la statuaire thérapeutique de ce type? On représente le malheur, on représente par une figure anthropomorphe. On présentifie en quelque sorte le malheur qui était destiné le malheur qui menace une personne, on le représente par la statue, par la gestuelle de la statue, de manière à ce que le mauvais mort qui s'apprêtait à posséder en quelque sorte sa victime se dirige vers cette statue qui correspond exactement à ce qu'il voulait faire. C'est donc une sorte de piège. Et ce mauvais mort, ce til errant, va se faire prendre à ce piège. Et bien sûr, ça ne suffit pas. Le tildar, le ritualiste, va en outre faire en sorte qu'il soit rattaché à ce piège et que ces forces nuisibles qu'il voulait mettre en branle se transforment en forces positives. Et puis il y a ces fameux morts errants dont je viens déjà de parler beaucoup, mais je voulais surtout insister sur le fait que seuls les tildara, qui est le pluriel du mot tildar, donc guérisseur si vous voulez, spécialiste médical, on peut utiliser tous les termes que l'on veut, sont les seuls, sont des grands maîtres du danger en quelque sorte, car ce sont les seuls qui détiennent ces objets dont je viens de parler. Toute personne peut avoir des représentations, dont je n'ai pas parlé ici parce que c'était difficile, peut avoir des petites représentations d'ancêtres maternels. De toute façon, les maisonnées sont entourées devant la porte. Il y a partout des éléments qui sont souvent des poteries simplement, contenant un médicament et qui représentent les tilas de certains ancêtres, mais des ancêtres bénéfiques, maternels ou paternels d'ailleurs. Mais les seuls qui détiennent véritablement des objets, je ne sais pas s'il faut continuer à les appeler des autels, mais qui détiennent des objets destinés à contrer les offensives des morts errants, sont ces spécialistes rituels. Et la grande différence, la grande césure qui existe entre ces objets, d'une part, les figures d'ancêtres et on parlait de gestuelle tout à l'heure encore, et les figures thérapeutiques, les objets rituels, la grande différence, c'est justement le geste.
Le geste, les figures, je n'en ai pas montré suffisamment pour le dire, mais enfin on en a vu 4. Les ancêtres sont hiératiques. On en parlait tout à l'heure aussi, sont en général sans un geste particulier, debout, les bras le long du corps, écartés ou pas, ça dépend du groupe, si c'est Lobi, Bérifort ou Dagara, je n'entrerai certainement pas dans les considérations stylistiques, tandis que dès qu'il y a des gestes qui apparaissent, ne fût-ce que la main à la poterie, par exemple, qu'on porte sur la tête, ça fait toute la différence entre une ancêtre qui porte le pot sur la tête et qui se tient comme ça, ou lorsqu'elle tient le pot à la main. Voilà notamment quelques objets qui mettent en scène et qui représentent le malheur qui menace une personne, laquelle va consulter un devin, lequel identifie le malheur, l'envoie chez un tilda, c'est-à-dire un ritualiste, lequel va faire façonner par un sculpteur un de ces objets. Et pour ne citer que ces deux-là, la figure qui est là représente, si vous voulez, le malheur qui peut arriver, qui vient la main droite. La main droite, c'est la main du matriclant du père de la personne qui serait la victime concernée et qui donc et cette figure va attirer le mauvais mort vers ce piège et va empêcher en quelque sorte que le malheur ne lui arrive. L'autre figure représente une personne qui a commis pas une transgression justement, un non-agissement en quelque sorte, c'est-à-dire que chez les lobbies, si vous n'agissez pas alors que vous auriez dû agir, c'est considéré comme un saucire aussi, une sorte de transgression de la même manière que d'autres transgressions. Et cette figure indique une personne qui est liée, assise, qui n'a pas bougé. Et donc elle est destinée, elle aussi, à attirer le mauvais mort qui voulait s'attaquer à cette personne qui a commis ce non-agissement. On peut prendre un exemple, ça peut être une personne qui n'a pas prévenu que son frère allait kidnapper une femme dans un village voisin. C'est un acte de elle n'a pas agi comme elle aurait dû prévenir le mari de cette femme qui allait être kidnappée, ou qui avait accepté bien sûr le kidnapp. Mais outre ces objets qui représentent la manière de contrer tous les malheurs que peuvent provoquer certains mauvais morts, il y a des mauvais morts beaucoup plus craints, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus puissants aussi, et ce sont ceux qui s'associent avec des entités dont je n'ai pas encore parlé, les génies de la brousse, que l'on appelle, si on est d'Agara ou Bérifort, ce sont les Kotorsi, mais ce sont les Kotebo. Alors ce sont de drôles de personnages, les génies de brousse existent un petit peu partout en Afrique de l'Ouest, mais ils jouent ici un rôle tout à fait ambigu en ce qui concerne cet élément ils entrent en association avec les tilas de certains morts et finalement amplifient le pouvoir de ces morts. Et très souvent, ou en tout cas c'est une des parties la plus étudiée par Daniela Boniolo notamment, c'est le fait que les enfants qui sont morts en bas âge sont apparemment des morts aussi extrêmement dangereux avant, et c'est très précis, avant même qu'ils n'aient atteint l'âge de leur première initiation du Joro, donc avant 7 ans en quelque sorte. S'ils ne sont pas initiés, ils meurent, au fond, ils meurent sans avoir acquis leur pleine identité de Lobi ou de Bérifort ou d'Agara, et ils sont comme les enfants morts-nés, comme les prématurés qui meurent après quelque temps, comme même lorsqu'il y a un avortement. C'est un petit peu toute une catégorie dont certains ritualistes s'occupent de manière particulière et privilégiée. Et
au fond, la relation qui s'instaure, on ne la connaît pas très bien, mais la relation qui s'instaure entre eux et les génies de Brousse fait qu'ils acquièrent un pouvoir absolument extraordinaire, implacable en quelque sorte, comme le sont d'ailleurs les génies, dont on dit qu'ils sont à la fois drôles, facétieux, mais aussi fantaisistes et implacables et dangereux, et on les représente comme des petits êtres anthropomorphes, mais couverts de poils, hirsutes, étranges, vivant dans les arbres, dans des arbres d'ailleurs très particuliers, à l'écorce que l'on appelle amère, c'est une catégorie symbolique, l'amertume, ou vivant dans les termitières champignons par exemple. Et notamment, et là il y a un petit mystère que je n'ai pas pu percer d'après la littérature existante, cette association fait que ces puissances qui sont à la fois des morts assistés par les génies portent des noms, et chacune de ces entités correspondent à des malheurs prénataux, natals, au moment de la naissance, de l'accouchement, etc. Et chacun de ces puissances possède une représentation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en voici une, entre autres, qui est Tilcure, et qui est une puissance, donc née de cette association peut-être, une puissance à double âme, à double esprit, et à double tête aussi dans sa représentation, et qui a comme faculté particulière de permettre aux enfants qui veulent revenir se venger de leur mort prématurée à se réincarner. On les appelle des revenants. Je ne sais pas pourquoi dans la littérature, et je sais qu'il faut être prudente avec le terme réincarnation, mais ils reviennent en tout cas, et ce sont les génies de Brousse qui leur apprennent comment le faire. Ils reviennent se réincarner dans le ventre de leur mère, parfois aussi d'une autre femme, d'une mère qui a son premier enfant notamment, et qui est particulièrement vulnérable, et pour provoquer non seulement la mort, finalement, il se suicide en quelque sorte dans le ventre d'une femme en la faisant mourir elle aussi. Donc ce sont des éléments particulièrement dangereux. Et pourquoi? On se pose la question, pourquoi veulent-ils se venger en quelque sorte de leurs parents? Eh bien tout simplement parce que, effectivement, les gens pensent que quand un enfant meurt en bas âge, soit peut-être son père l'a donné en sacrifice au génie de Brousse pour obtenir de bonnes récoltes, c'est ce qui se dit, soit encore la mère l'a tué par sorcellerie. Les raisons, je ne les connais pas. Mais donc ce sont des entités particulièrement néfastes, et ce sont des spécialistes, des Tildara très particuliers, Won Tildara, Won signifiant brousse, donc qui s'occupe justement de contrer les actions néfastes de ces entités-là. Et voilà notamment la représentation, cette fois d'un ancêtre, mais d'un ancêtre qui, vous voyez qu'il a la tête tournée. Et c'est l'indice, c'est le symbole qu'il s'agit d'un ancêtre qui était un de ces ritualistes qui s'occupaient des femmes qui avaient des problèmes, des parturiantes, des problèmes de grossesse, des problèmes d'accouchement, ou qui avaient eu beaucoup d'enfants morts en bas âge, etc. Et donc ce sont ces ritualistes-là, à leur mort, leur figure d'ancêtre était représentée parfois, pas toujours bien sûr, par cette figure à tête retournée. Et cette tête retournée, encore une fois la gestuelle est très importante, signifie tout simplement j'ai perdu beaucoup d'enfants qui étaient
dans mon dos. Alors, c'est très étonnant parce que c'est une figure de ritualiste masculine, mais il se trouve qu'il existe une autre figure qui, elle, est ritualiste, qui est rituelle, thérapeutique, féminine, et qui fait le même geste, où ça signifie aussi « j'ai perdu beaucoup d'enfants », sous-entendu les enfants que toutes les femmes portent dans le dos, et cette figure-là, qui s'appelle Inata, peu importe, est utilisée par les ritualistes. Et donc, la figure de l'ancêtre représente finalement ce geste qui est symbolisé dans les sculptures que lui-même utilise rituellement. Alors, tout à l'heure, je vous disais que le geste ou l'aspect hiératique d'une statue peut tout changer. Vous voyez la statue à gauche, c'est Kopema, c'est-à-dire une de ces statues utilisées par ces fameux ritualistes qui s'occupent, Babicéré, c'est la zone dans laquelle ils travaillent, c'est-à-dire les femmes enceintes et les parturiantes de manière générale. Et le symbole principal, une fois de plus, c'est le boulabir, c'est-à-dire ce petit pot qui représente la fécondité des femmes. La figure de droite est une figure aussi utilisée dans le même cadre par un ritualiste, et là, la manière dont il l'utilise est extrêmement particulière, et c'est là que l'on se rend compte à quel point toutes ces figures rituelles sont des gigantesques mises en scène destinées à tromper et à ruser avec les doubles, enfin les tilas des morts errants, dans la mesure où il s'agit vraiment de les attirer dans un piège, mais plus que cela. Si je vous raconte la manière dont cet objet est utilisé, c'est assez extraordinaire. Le ritualiste se trouve en compagnie d'une jeune femme qui accouche, et lorsque elle lui-même attache cette figure autour de son corps, donc c'est une figure, une maternité en quelque sorte, mais vous verrez que son rôle est bien différent. Donc cet objet est attaché autour de la taille du ritualiste, et par un autre biais, dès que l'enfant de la mère est né, elle est attachée aussi à l'enfant. Puis la mère se relève, elle coupe la corde qui rattache son enfant à cet objet, et à ce moment-là, le ritualiste, qui continue à être attaché à cet objet, simule les douleurs de l'accouchement et met en scène l'accouchement d'un jumeau. Pourquoi un jumeau? Tout simplement parce que l'un des esprits qui risque de mettre en danger l'enfant que portait la mère et qui vient de naître est l'âme d'un jumeau errant qui cherche à retrouver son âme perdue. Il faut savoir que les jumeaux ne sont pas considérés comme deux doubles, mais comme deux moitiés. Ils forment une entité entière, et chaque jumeau n'est donc qu'une moitié de quelque chose, et lorsqu'un des jumeaux meurt, il sera sans cesse en quête de son autre moitié. Et cette autre moitié, eh bien, il va la retrouver dans l'enfant qui va naître, et donc le ritualiste simule la naissance d'un deuxième enfant pour attirer ce jumeau errant, en quelque sorte. Il s'agit donc bien non seulement d'un piège, d'un leurre, mais d'une ruse destinée à ce que l'enfant qui est né, le véritable enfant qui est né, vive en toute sérénité, et que le piège tendu à ce jumeau esseulé, en quelque sorte, se retrouve piégé par cet objet que vous voyez là, et qui représente son âme sœur, son jumeau. Alors, ce tableau un peu rébarbatif est en fait une sorte de symbole de quelque chose qui est très important. Et là, je voudrais peut-être revenir davantage, non plus à la signification des objets, mais aussi à leurs aspects esthétiques. Vous savez que bien sûr que cette conférence accompagne une exposition, que cette exposition comporte une sélection d'une trentaine d'objets faits par Serge Schoffel, et que dans ces objets,
après examen, on s'aperçoit que la plupart, je n'en ai pas montré beaucoup ici, j'ai voulu parler d'autre chose un peu, mais que la plupart étaient finalement des figures d'ancêtres. Étant donné que les raisons esthétiques, bien sûr, ont conduit à la sélection, il était assez logique, et c'est ce tableau qui le montre, parce qu'en fait, les plus beaux des objets, les plus beaux des lobbies ont été sculptés par des titelles d'Ara qui ont atteint un grade d'initiation au sein, si vous voulez, de la confrérie des sculpteurs très élevé. Et ce n'est pas donc étonnant qu'il y a, comme on l'a beaucoup dit sur la sculpture lobby, une multitude de lobbies qui sont importants, qui ont joué leur rôle de par leur gestuelle, de par leur forme, etc., dans une série de rituels thérapeutiques qu'ont sculpté certains sculpteurs qui sont plutôt dans le haut du tableau, mais que ce sont seulement les sculpteurs qui sont dans le bas du tableau qui avaient le droit de façonner les figures d'ancêtres, qui sont probablement les plus soignées d'entre elles, et c'est ce qui explique la disparité esthétique des différents sculptures lobby. Je crois que c'était le meilleur moyen de le montrer quelque part en indiquant que les sculpteurs suivaient un enseignement rigoureux qui, en même temps, bien sûr, on est toujours dans le rituel malgré tout, les amenait aussi à s'initier à des médicaments, à des charmes qui seuls leur permettaient de couper, d'abattre les arbres nécessaires à la sculpture de certains types d'objets, et que c'était certains bois, le temps nous a manqué pour pouvoir identifier les bois des sculptures sélectionnées, mais nous aurions sans doute découvert que la plupart des bois des figures d'ancêtres appartenaient à certaines espèces et que les objets thérapeutiques appartenaient à d'autres essences de bois. Voilà. Je voudrais terminer sur cette image en indiquant une chose importante. J'ai parlé beaucoup de divination. Comment dire? On a parlé des bois qui murmurent. Les bois qui murmurent sont ceux des devins. Alors on peut se dire, mais pourquoi avoir donné le nom à toute l'exposition? Mais en fait, les objets qu'utilise le devin, qui sont des petites, vous les voyez bien sur cette image prise par Labouret dans les années 30, donc dans les années 20 plutôt, on voit très bien les petites statuettes, plus des tas d'autres objets et accessoires qui sont utilisés, qui représentent en fait en miniature la plupart des objets dont je viens de parler, c'est-à-dire les tilcotina, les tilbia, qui sont des petites figures d'ancêtres individuels pour les enfants. Ils représentent aussi les boutibas d'hiver, et selon la séance, il en a toute une série dans un sac, et selon la séance, il utilisera les uns ou les autres, mais tout l'univers sculptural dont je viens de parler est en miniature dans la besace en quelque sorte du devin, qu'il utilise et qu'il fait murmurer pour faire parler ces objets. Mais pour devenir devin, et je soupçonne que pour devenir guérisseur c'est la même chose, mais pour devenir devin il faut passer par un rituel qu'on appelle le bur, et le bur a été décrit, mais je pense qu'on a sous-estimé son importance dans la mesure où il me semble, d'après tout ce que j'ai lu, que ce rituel permettait surtout de permettre à certains spécialistes rituels, dont les devins, d'entrer en contact avec les génies de la forêt, et de la brousse plutôt. Je retourne en Afrique centrale, vous m'excuserez. Et les peintures corporelles qui, le deuxième jour, sont posées sur les corps des jeunes initiés, ou des moins jeunes d'ailleurs, sont des peintures qui représentent justement le pelage, la fourrure véritable que portent les petits génies de brousse en réalité, enfin, dans la réalité pensée des lobbies. Et ici, vous avez à droite
des initiés du Bagre, qui est l'équivalent du bur des lobbies, c'est le Bagre des Dagara. Vous avez 2-3 images, vous voyez qu'à chaque fois, vous avez cette peinture qui revient, et qui revient comme un masque. C'est un masque à même la peau, et c'est d'autant plus curieux, et je pense que ça dénote aussi de l'importance de ce rituel assez extraordinaire chez les lobbies, que les lobbies ne connaissent pas les masques. Un mystère sur lequel je ne viendrai pas ce soir, mais pour lequel j'ai quelques hypothèses. Mais vous avez au moins un type de masque, qui est un masque connu le plus anciennement possible, je pense, qui est celui de la peinture corporelle, et que voilà, et qu'au moins celui-là, les lobbies connaissent. Je vous remercie de votre attention.